C'est-à-dire, notez vos questions et vous allez poser des questions à la fin, s'il nous reste encore du temps, et vous allez poser à tous les auteurs de votre choix. Tous les confrères journalistes, parce qu'aujourd'hui je me retrouve du côté des accusés. Et en tout dernier point, je remercie Monsieur Olivier Kayomo, d'abord pour avoir acheté le livre. Relever des points qui, en tant qu'auteur, bon, c'est toujours bien d'écouter ce que les autres disent. Je vais essayer de répondre, j'espère que je serai à la hauteur. Monsieur Olivier Kayomo a dit, j'ai planté les décors en disant qu'il y avait deux personnages, deux candidats, deux parcours. Alors que durant la campagne, il y en avait eu 11. Bon, il faut inscrire d'abord le livre dans un cadre général. C'est-à-dire, comme Maître Kaimbe l'a dit, j'ai un site où j'écris depuis 2006. À l'heure actuelle, il y a 1600 articles. Et donc, dans le livre ici, qui va de 2006 à 2012, j'ai retenu à peine donc, une centaine, et peut-être moins. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choix à opérer. D'abord, pourquoi avoir directement focalisé sur deux personnages? En tant que journaliste, j'ai eu à faire beaucoup de reportages, j'ai beaucoup écrit, à observer, à faire des analyses. Et le rôle du journaliste dans la société, c'est aussi d'éclairer. Le journaliste ne vient pas avec le peuple pour constater. Il doit souvent anticiper. Et dans mes analyses, il était apparu, selon le parcours de chacun, qu'il n'y avait que deux candidats. Et Dieu merci, même dans les résultats tronqués, il n'y en avait que deux. Et d'ailleurs, il y a un article qui est dans l'ouvrage où j'ai donné le profil de chaque candidat en projetant même son pourcentage avant les élections. Et ça s'est plus ou moins avéré. J'ai donné le cas, par exemple, du docteur Kachala qui avait eu 5% en 2006. J'avais dit, s'il a 1%, ce sera déjà une prouesse. Il n'a pas eu 1%. Donc, ça, c'est un peu pour dire que j'avais vraiment fait une option compte tenu des paramètres objectifs que j'avais entre les mains. Et deux profils, deux parcours. Il est important parce que c'est des hommes. Un homme doit toujours avoir un profil, surtout à la tête du pays. Je prends le profil de M. Kabila. Son premier discours, le tout premier en tant que président, il avait dit ceci, et c'est le premier: l'armée dont je suis l'émanation n'a pas pour ambition de se cramponner au pouvoir. 26 janvier 2001. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2013. Quelle conclusion peut-on tirer de cela? Je prends celui de M. Tshisekedi. Il a dit, moi je me bats pour un état de droit. Le 15 août 1992, à la CNS, j'étais là en tant que membre. Le discours que M. Tshisekedi avait prononcé ce jour-là, si vous le réécoutez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est toujours le même. État de droit. Et le jour où il est devenu Premier ministre, le palais du peuple était plein de véhicules. Tous les voleurs avaient remis tout ce qu'ils avaient volé. Mais quand Mobutu a chassé Tshisekedi, les voleurs sont venus récupérer leurs biens entre guillemets. Et donc, rien que sur ces éléments-là, il faut dire que c'est deux personnages vraiment différents. Le profil, M. Tshisekedi, on le sait, c'est un docteur en droit. M. Kabila, il est issu de l'armée. Même si par la suite il est habillé en civil comme nous, il reste intrinsèquement un militaire. Il faut le savoir. Donc ça, c'est par rapport au fait que j'ai pratiquement élagué les 9 autres candidats.
Point suivant, donc c'est ça, c'était un choix délibéré, comme il l'a dit, effectivement. Vous savez, il faut, dans la vie, savoir prendre des options. Il ne faut pas être, comme on le disait à l'époque, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Et pourquoi ce choix? Je suis philosophe de formation, et parmi les choses qu'on nous a apprises à l'université, c'est que la vie des hommes est faite des principes et des valeurs. Supprimer les principes, supprimer les valeurs, on devient des animaux. Or, nous sommes des hommes. Or, je suis un homme. Je refuse d'être un animal. Je prends option pour les principes. Les principes, c'est quoi? Dans un État, il y a l'égalité des chances. Il y a les besoins primaires que chaque individu doit avoir. Manger à sa faim, avoir un logement, nourrir ses enfants, les envoyer à l'école, leur donner une éducation qui convient, le transport, la santé. C'est des principes. Ce n'est pas Cheikh Fita qui a inventé cela. Nous sommes ici en Belgique. Qui va me dire qu'il n'a pas mangé aujourd'hui? S'il n'a pas mangé, c'est qu'il a trop mangé durant des années, il fait un régime. Mais au Congo, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas manger. Des millions de gens sont contraints de vivre dans des conditions innommables, alors qu'ils sont assis sur un pays qui est riche, comme l'a dit Kayo. Moi j'étais là, les ministres de Kabila qui sont venus, ils ont parlé du Congo. On a ça, on a ça, on a ça. Mais non. Combien de gens jouissent de ça? Combien de gens n'en jouissent pas? En tant qu'intellectuel, en tant qu'humain, c'est honteux d'être sur un îlot de bonheur alors que tout le peuple est dans un océan de misère. Et si vous faites le contraire, vous êtes inhumain. Et les valeurs, comme préface dans ce livre, j'ai pris un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme et je me suis appuyé sur les élections, parce que le livre c'est Démocratie assassinée, je parle essentiellement des élections. Et il est dit ceci, que c'est un droit pour un peuple qui ait des élections libres, transparentes, d'une façon régulière. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur, les élections. Et donc, ça, c'était donc ma préface. Et je me suis mis à observer le processus électoral. Un processus électoral commence par quoi? Il commence d'abord par le recensement de la population. En 2002, lors des accords de Sun City, on a donné un cahier des charges au gouvernement qui allait sortir le 1+4. Il avait comme mission, via la CEI 1, de recenser la population. Et dans le livre, il y a un article où je démontre que en 90 jours, on peut recenser la population congolaise. En 90 jours, avec moins de 200 millions de dollars. 2001, 2011, on ne l'a pas fait. Est-ce de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté? Deuxième élément pour un processus électoral, c'est la Constitution. Monsieur Malou Malou avait imprimé 500 000 exemplaires de la Constitution pour tous les Congolais. Et ces gens sont allés voter cette Constitution-là. À l'époque, nous l'avions critiquée, nous avions même organisé des conférences avec des constitutionnalistes par rapport au contenu et par rapport au fait que le peuple ne puisse s'attribuer la Constitution. Je vous rappelle que la Constitution, c'est la loi des lois. Au-dessus de la Constitution d'un pays, il n'y a rien et il n'y a personne. Cette Constitution-là, on l'a donc adoptée telle quelle, on l'a promulguée, nous avons fait profil bas, parce qu'il y avait quand même des éléments qui étaient bons. En observant la Constitution, au mois de janvier 2010 ou 2011, quand il y a eu la révision constitutionnelle, on supprime le deuxième tour. Sur base de quoi? Or, la démocratie
sous-entend un combat pour être président des 70 millions de Congolais. Il est préférable d'avoir 35 millions plus 1. Et pour les avoir, si vous les avez au premier tour, tant mieux. Mais sinon, s'il y a un seul tour, vous êtes 11 candidats, vous êtes le premier avec 18%. Est-ce qu'on respecte la démocratie? Ça, c'est au niveau de la Constitution. Pire que cela, vous l'aviez suivi. Comment cette Constitution a-t-elle été révisée? M. Kabila avait déjà la majorité. Et on a donné la région à des gens qui sont dans la majorité pour qu'ils votent cette constitution-là, pour qu'on révise. Et à partir de ce moment-là, les dés étaient pipés. Et Dieu merci, c'est une parenthèse, 70% de ces gens qui avaient révisé la constitution n'ont pas été votés. Ils ont perdu pour mille et une raisons. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui les ont remplacés sont meilleurs. Ça, vous connaissez ce qui s'est passé. Ça, c'est par rapport à la Constitution. Par rapport aux faiblesses de notre candidat, de Tshisekedi, il y a un article où je dis Bemba, communication, Bemba Tshisekedi en Europe. Quelle politique communicationnelle? Bien avant la campagne. Je constatais qu'ils arrivaient, ils partaient, on ne savait pas. Alors que les deux sont donc sont des leaders de la population. Et c'est important, pourquoi? Parce que avec la communication, on sait beaucoup faire. Il suffit qu'on manipule les médias et le peuple suit. Et je vous raconterai une anecdote. Un ami a vendu ce livre à un de ses copains belges. Il a lu, il a terminé, et puis il a dit, mais mon frère, ton ami là, tout ce qu'il écrit dans les livres là, c'est des mensonges. Mon ami dit, comment c'est des mensonges? Je dis, mais ce n'est pas ce qu'on nous dit à la télévision. Et mon ami lui dit, mais justement, ce qu'on vous dit à la télévision, c'est ça le mensonge. Et le blanc dit, c'est vrai. Il va relire les livres. Et il revient et dit, mais c'est pas possible, on se moque de nous. Vous comprenez le pouvoir des médias. Et déjà au Congo, vous le savez, tous les médias sont confisqués. Et donc moi, en tant qu'homme de médias, quand j'avais vu cette faille-là, je l'avais soulevée à temps. Bon, je ne sais pas combien de personnes ont lu, ça ce n'est plus mon problème. Mais je l'avais écrit. Et puis, une parenthèse... le livre devrait être un livre paritaire entre Kabila et Tshisekedi? Je ne crois pas, parce que j'ai quand même des convictions aussi. J'ai pris position, j'ai checké les deux candidats, j'ai vu les antivaleurs d'un côté et les valeurs de l'autre. J'ai pris mon choix d'une façon objective et en intellectuel. Et ce choix qui est d'ailleurs le choix de la majorité. Et compte tenu aussi du fait que tous les médias claironnent à longueur de journée les gens du pouvoir, je serais mauvais joueur à être trop libertaire avec des gens qui confisquent tous les médias, qui ne donnent pas... Vous vous souvenez quand est-ce que M. Tshisekedi déjà la dernière fois passé à la télévision nationale? Vous savez? Bon, et M. Kabila? Vous comprenez? Bon. Et... Oui, monsieur Olivier a parlé aussi de tous les autres qui sont dans le livre. En fait, je vais donner maintenant une réponse générale, quitte à ce que s'il y a des sous-questions auxquelles je n'ai pas répondu, il me donne une dernière réplique. Donc je disais que le livre, je l'ai écrit, j'ai observé le processus électoral de décembre 2006 à plus ou moins mai 2012. Donc, ce que je faisais comme reportage et donc réflexion. Et là-dedans, j'ai mis les forces en présence par rapport à notre pays. Quelles sont ces forces en présence? Il y a bien sûr le politique, mais il y a aussi les Congolais vivant à l'étranger, nous de la diaspora, qui sommes une très grande force. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale. Il y a par exemple un article que j'avais mis vers la fin
quand on hésitait encore à proclamer, des ambassadeurs des grandes puissances sont allés voir M. Tshisekedi et lui dire, dites à vos gens à Bruxelles et en Europe là-bas de ne pas manifester. Vous vous souvenez? Et ces gens-là, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savent qu'ils sont une force qui peut influer positivement ou négativement sur la marche de notre pays. Et Étienne leur avait dit, eh bien, ce n'est pas mes gens, c'est des Congolais qui sont libres et assez adultes et ils assument ce qu'ils font. Et toujours par rapport à la fameuse communauté internationale, il y a aussi plusieurs articles que j'ai écrits, des prises de position, etc., qu'il faudrait lire dans le livre pour se rendre compte que si nous voulons que les choses changent, nous sommes en devoir, de bien maîtriser ces différentes forces en présence. Je ferai aussi une petite anecdote par rapport au fait que les musiciens sont sous la coupe de M. Kabila. En décembre 2006, j'ai écrit un article qui est là-dedans, « Musiciens congolais en Europe, la descente aux enfers ». Et là, j'analyse, j'ai dit, bon voilà, ils ont fait ça. Pourtant, quand ils viennent en Europe, ils vont au Zénith, 20 € de droit d'entrée, il y a 30 000 personnes, il a l'argent, sans compter les ngoulous qu'il amène, et puis les mabangs, etc. Donc, une star congolaise qui joue en Europe avait facilement 1 demi-million. Or, ceux qui leur donnaient l'argent, entre guillemets, avaient déjà changé d'optique. Ça commençait timidement, et puis avec la mort d'Arma Tungulu, ça a éclaté. Tous ceux qui allaient voir le concert disent non, nous c'est fini parce que vous avez fait ça. Et pchit, ils sont tombés. Et donc, pour montrer à quel point la force que nous avons, que nous sommes, et donc doit être prise en compte. Maintenant, Monsieur Kayomo demande que je fasse des suggestions. Bon, d'abord, comme j'ai dit, ce livre n'est pas le premier. En 2012, j'avais, par rapport au peuple, dans la conférence de compatriote Eric Moulalo, je lui ai dit ceci, on ne libère pas un peuple se libère. En 2002, j'avais écrit ce livre, Peuple Mokonzi. Que dis-tu? Donc, il n'était pas nécessairement opportun que j'y revienne, parce que je l'avais déjà écrit. Mais dans la conclusion, il y a quand même quelques éléments que je donne là-dessus. Par rapport à nous de la diaspora, j'avais écrit Demain le Congo comme l'Europe, point d'interrogation toujours. Et ici, une anecdote toujours, je faisais le reportage du président Tshisekedi ici, je lui ai offert ça, il a lu, il a dit Demain le Congo comme l'Europe. Et puis il me pose la question, pourquoi comme l'Europe? Qui a la réponse? Je vais vous la donner. C'est lui-même qui l'avait donné. Il avait dit plus que l'Europe. Donc, pour dire que c'est quand même un monsieur visionnaire, et donc mon choix par rapport à ce que m'avait dit Kayomo, c'est un choix honnête, objectif. C'est un homme que j'ai choisi par rapport à un autre, mais il a beaucoup d'atouts avec lui. Bon, par rapport maintenant à la démocratie assassinée. Il dit non, je vous ai pris, allez, je vous ai amené, allez, j'affirme. J'aurais bien aimé, mais c'est si difficile de convaincre tout le monde comme ça. J'ai pris le temps d'émettre des éléments, bon, progressivement en lisant, parce que le lecteur doit lire. Il doit, avant de prendre donc, la dernière décision, il doit être suffisamment éclairé. Il reste combien de minutes? 5 minutes. Ok. Et donc, le lecteur a le loisir de dire non, la démocratie n'a pas été assassinée. Mieux que ça, les gens d'en face sont libres d'écrire aussi un livre où ils disent que la démocratie n'a pas été assassinée et avec leur système, la démocratie a fait un choix. À ce moment-là, s'il y a débat entre eux et moi, ça sera très bien, mais malheureusement, vous le savez, il n'aime pas les débats face à des arguments aussi percutants et embêtants. Et donc, je crois avoir balayé. Si M. Kayomo n'est pas satisfait,
J'arrête là. C'est lui qui m'a interpellé, donc c'est à lui d'apprécier. Je vous remercie. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais dû... Quelle démocratie vous parlez? Parce que dans ces pays, tel qu'on le sait, il n'y a jamais existé la démocratie et cette notion n'a jamais été comprise. Je passe au deuxième orateur, M. Kassa. Kassa nous dit qu'il faut réhabiliter, pour que le Congo puisse donc décoller, il faut réhabiliter le pouvoir coutumier pour un Congo meilleur. Je me dis, Monsieur Kassa, vous insistez ici sur l'indépendance de 1885. Mais quel parallélisme ou encore quelle différence faites-vous entre cette indépendance de ce temps-là, 1885, et celle de 1908, et sans oublier ce que nous commémorons aujourd'hui, 53 ans, après 53 ans donc, de l'indépendance de notre pays, donc du 30 juin 1960. Donc, quelle différence faites-vous entre l'indépendance de 1885, 1908 et 1960? Et puis, la question que je voudrais donc terminer est celle de savoir, est-ce que nous, Congolais, pouvons taper la main sur la poitrine et dire que nous sommes indépendants? Est-ce que le Congo est-il réellement indépendant au jour d'aujourd'hui? Merci. L'Église est aussi gestionnaire des entreprises publiques. Je suis très content et je pense que ça, c'est vraiment l'école du combat. Si on doit parler de combat, c'est ici vraiment que cela doit s'apprendre. Mais nous sommes là aussi pour parler de 53 ans après l'indépendance. Et ma question est la suivante. Les décideurs se sont tenus quelque part, ils ont dessiné la carte géographique du Congo. Ils sont venus chez nous alors qu'on vivait dans le système des empires, des royaumes. Puis, dans les années 60, ces gens vont nous dire qu'ils nous donnent l'indépendance alors qu'ils devaient nous remettre l'indépendance parce qu'on vivait, on était indépendant, on était très organisé avant la soi-disant découverte, comme je l'ai entendu ici chez l'abbé Mbelou. Alors, ils ont dit qu'ils nous donnaient l'indépendance. C'est déjà une erreur parce qu'ils devaient nous remettre l'indépendance. Et ce qui m'étonne encore, c'est de voir que 53 ans après, ces gens, soi-disant, nous disons indépendants, mais ces gens s'asseyent encore de nouveaux ensemble en cherchant à rectifier les tirs en disant on avait trop dessiné, c'était trop grand, nous voulons maintenant les balkaniser. Quel est l'apport de nous, de vous, en tant que conférenciers, dans ces débats? C'est ça, en fait, ma question. C'est pour cela que je me suis rendu ici. Merci. Vous avez dit, docteur, l'espoir réside en Afrique. Soyons conscients de cela et luttons pour faire triompher notre vision du monde de la vie. La question, on ne l'a pas comprise, mais voilà, je vais laisser... Non, on doit arrêter, sincèrement. Une petite question. J'ai demandé tout à l'heure, personne n'a levé le doigt. Oui, mais parce que les gens ont fait beaucoup de commentaires. Non, au contraire, j'ai insisté, personne n'a levé le doigt. Non, je ne peux plus, je ne peux plus, malheureusement. C'est une petite Je question. ne peux plus, non. J'ai insisté. Je le suis parce que les micros ont défilé. Je m'attendais à ce que les gens posent des questions. Non. Mais tout le monde... Alors, permettez-moi de poser ma petite question. Permettez-moi, je pose ma question qui est très claire. En fait, ma question, elle est simple. Voilà, au-delà de tous les discours, de tous les débats philosophiques, passons un peu au concret. On nous dit qu'on nous a volé notre histoire, on nous a volé tous nos biens, mais maintenant, nous avons des échéances qui nous attendent. On est en 2013. On sait qu'en 2016, il y aura les élections au Congo. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Qu'est-ce que vous, écrivains, allez nous suggérer que voilà, comment est-ce qu'on va s'organiser maintenant, nous les Congolais de la diaspora, pour que ce qui s'est passé en 2012 ou en 2011, là, il y a 2 ans, ne se répète plus? Voilà ma question. Dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais ça fait partie... C'était le bilan des 53 ans. Voilà, je voulais savoir. 53 ans dans quel but? Oui, comment c'est mené? Oui.
Ben, écoutez, je vais essayer d'être très très court parce que il y a tellement de questions que maintenant j'ai du mal. Je me souviens même plus d'autres de certaines questions. Bon, je commence par Mbenga, le problème de la guerre. Hein? On devient chef par la guerre. Un des moyens. Bon, moi je dis tout simplement que en tant que chef, j'ai parlé de chef coutumier. Le chef coutumier ne devient pas chef coutumier par la guerre. Parce que pour devenir chef coutumier, il faut passer par ce qu'on appelle l'initiation. Ça prend une période assez longue, ça dépend des régions, ça dépend des ethnies, etc. Mais en tout cas, ne devient pas chef qui veut. Ça, c'est une chose. Donc, la guerre, ça, c'est exclu. Question de création de royaume. Je reviens ici encore sur le problème de propriété. Propriété du Congo.